Salut, c'est Marion Richard, bienvenue dans cette vidéo. Écoute, j'ai passé pas mal de temps à chercher un endroit calme pour me poser, pour enregistrer. Et puis finalement, je me suis dit que j'allais quand même rester dans un endroit bruyant parce que je crois qu'il n'y en a pas à Toulouse. Il n'y a pas d'endroit calme en fait. Ça a été l'échec complet. Bon, je pense que l'horaire y fait aussi, c'est un horaire où il y a beaucoup de monde dans les rues. Bon, toujours est-il qu'il y avait des travaux partout, c'était assez insupportable. C'est pas grave, je me pose ici et j'ai envie de te parler aujourd'hui d'un bouquin que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Celui-là, L'art subtil de s'en foutre, de Mark Manson. Donc c'est édité chez Erol. C'est un bouquin qui se lit super facilement, qui a à voir quand même avec le développement personnel, quand bien même sur la 4e de couverture, on nous dit que c'est un anti-manuel de développement personnel. Je suis pas entièrement ok avec ça. En tout cas, c'est un livre qui revient souvent pour des gens qui sont entrepreneurs, pour des gens qui ont envie d'être autonomes dans leur business, dans leur vie. Donc voilà, dans le petit milieu du web marketing, on aime bien ce bouquin. Donc moi, je voulais savoir qu'est-ce qu'il y avait là-dedans. Eh ben, je sais. Bon, je suis pas supra emballée, mais je vais quand même t'en parler parce que on sait jamais. Ce bouquin a servi vraiment de déclencheur, de déclic à pas mal de gens. Alors peut-être que ce sera le cas pour toi. Pour ce qui me concerne, c'était pas vraiment le cas parce qu'il y avait beaucoup de choses que je connaissais déjà. Ouais, le bruit, hein. Ouais, c'est Toulouse ça. Tu vois. Donc il y avait pas mal de choses là-dedans qui pour moi ont fait référence à des choses qui étaient déjà dans mon univers. Mais voilà, bon, écoute, c'est ma petite découverte du moment, j'avais envie de te la partager. Et puis je vais essayer de rajouter aussi une version, une lecture en fait, tarot sur ce bouquin, sur les notions qui sont développées dans ce bouquin. Donc ça c'est plutôt sur la fin de la vidéo. Donc si éventuellement ça t'intéresse pas, tu t'arrêtes avant. Et puis si c'est que le tarot qui t'intéresse, je mettrai dans les commentaires à quel moment ça commence, à quel moment on parle du tarot. Voilà, comme ça devrait convenir à tout le monde. Et puis si tu veux tout regarder, bienvenue. C'est une vidéo sans filtre, sans montage, avec que je vois déjà des petits défauts de lumière dès que je bouge. Je sais pas comment régler ça. Alors, voilà, bon, on va essayer de faire au mieux. J'espère que le son ira bien aussi. Alors, de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il avec ce bouquin? Donc, d'abord le titre. Je pense que c'est un titre hyper bien fichu, très accrocheur. En anglais, c'est The Subtle Art of Not Giving a Fuck. The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Voilà. Déjà, ça fait rigoler, c'est marrant. Voilà, c'est l'art subtil de s'en foutre. En fait, ça parle pas trop de s'en foutre parce qu'en réalité, c'est un bouquin qui te dit vraiment quoi faire pour améliorer ton quotidien. Et ça, c'est pas forcément s'en foutre en fait. C'est avoir de la considération pour ce que tu fais, la considération pour les gens avec qui tu es et avec qui tu construis les choses. Donc déjà au niveau du titre, je le trouve très très bien marketé, très bien fichu, mais bon, peut-être pas complètement réaliste par rapport au contenu. Alors, bon, c'est un bouquin pratique, hein, comme beaucoup de bouquins américains, et Mark Manson, c'est un youtubeur et surtout un blogueur américain qui a un blog depuis des années, qui a beaucoup partagé sur comment améliorer sa vie en fait. Hein. On est vraiment dans le développement personnel, quand bien même voilà, il essaie d'avoir un positionnement marketing en opposition, mais en réalité il est là-dedans. Bien, moi en tout cas ça a résonné parce que je vais te dire ma devise depuis longtemps. Ma devise personnelle, c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut pas le faire. Donc à un moment donné, il faut se foutre effectivement, il faut laisser tomber les limites, il faut laisser tomber les choses qu'on pourrait imaginer infaisables ou trop difficiles pour nous, et puis on y va, on les fait parce que c'est le seul moyen de savoir d'abord si on est capable, et puis c'est le seul moyen d'avancer dans la vie. Moi j'en vois pas d'autre, et donc c'est aussi le propos donc de ce bouquin, qui est de nous dire écoute, fonce, fais les choses et puis après tu verras. Bon, alors bien sûr il n'a pas développé tout un bouquin que pour dire ça, donc il parle quand même dans ce livre
pas vraiment de rejoindre son canapé en fait, hein. C'est pas trop ça le propos, c'est vraiment d'aller bosser, de se mettre au travail, d'avoir des priorités dans la vie, de connaître ses valeurs. Et j'ai fait une vidéo sur les valeurs, donc je t'invite à aller voir si ça t'intéresse. Et il insiste beaucoup sur le fait que c'est important d'avoir des principes et des valeurs sur lesquels on peut s'appuyer pour rencontrer justement les difficultés, rencontrer les obstacles dans la vie et garder un but, garder un cap qui nous permet donc de les traverser. En fait, moi je trouve que ce qui est important, c'est ce qui compte, ce qui est important pour nous, ce qui ne compte pas, et c'est ce qu'il dit aussi dans le bouquin. Et l'important ensuite, c'est d'accepter, ça c'est son préalable, c'est le premier chapitre qui s'appelle « N'essaie pas, don't try ». Dans ce premier chapitre, il dit écoute, ce qui est important, c'est que n'essaie pas d'éviter la souffrance parce qu'elle est inévitable, et puis plus tu vas essayer de l'éviter, et plus elle va devenir dure, elle va devenir difficile à traverser. Donc il te dit arrête d'essayer d'éviter la souffrance, vas-y, fonce dedans. Moi je te rajoute, sois courageux, vas-y, n'aie pas peur. Donc en fait, en réalité, ce bouquin, c'est quoi? C'est un guide pour mieux souffrir. C'est un guide pour souffrir dans la joie et la bonne humeur et construire des choses avec ça. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Pour moi, comme je te disais, j'ai pas vraiment découvert ça puisque c'est un chemin que tu empruntes quand, comme c'est mon cas, depuis plusieurs années, j'essaie de rentrer dans un mode de vie plus minimaliste, beaucoup plus simple, moins consumériste. Donc ça suppose qu'à un moment donné, je dois accepter que tout soit pas facile, que tout soit pas accessible, et qu'il faille faire des efforts pour obtenir ce que je veux. Parce qu'il ne va pas suffire donc de l'acheter par exemple pour en profiter. Peut-être il va falloir que je me fabrique des choses ou que je trouve un moyen de les échanger avec quelqu'un. Enfin voilà, donc c'est quelque chose que j'ai déjà mis en place dans ma vie. Donc ça fait partie des éléments que j'ai pas vraiment découvert dans ce bouquin. Bon, en tout cas, ça commence quand même par 3 chapitres assez contre-intuitifs, et je voudrais quand même te les partager parce que pour toi, ça peut peut-être faire des déclics. Il dit que la recherche du bonheur, ça peut être un problème. Parce que le plaisir, on le trouve plus sur le chemin, sur le parcours en fait, sur le déroulé, toutes les expériences qu'on traverse, plutôt que sur l'objectif à atteindre. Bon, on sait tous depuis longtemps que les désirs sont complètement factices et que quand on a atteint un désir, le plaisir est temporaire, et que très vite on a envie d'un deuxième et puis d'un troisième, et puis c'est une chaîne un peu vicieuse, hein. C'est un cercle vicieux dans lequel on commence à rentrer de désir en désir. Bon, ça le bouddhisme l'a dit depuis longtemps, mais voilà, il le pose d'entrée dans son premier chapitre. Ensuite, il dit que tu n'as rien d'extraordinaire. C'est le deuxième chapitre, c'est tu es quelqu'un de banal, et arrête de croire la société médiatique qui nous serine dans les films, mais dès les dessins animés, hein, dès l'enfance, qu'on a tous quelque chose d'extraordinaire, qu'on a tous quelque chose de magique. C'est vrai, et en même temps on est confronté dans notre quotidien à notre banalité. Nous sommes tous des gens normaux, avec des problèmes normaux, avec des préoccupations normales, et on essaie de faire au mieux. Et voilà, il repose ça donc dans son deuxième chapitre. Et puis dans son troisième chapitre, alors, il développe que la souffrance c'est cool. Tu vois, que la souffrance ça peut être chouette. Alors, bon, pour lui, ça va un petit peu ça va contre le mouvement actuel de la société, qui voudrait que effectivement on ait des pilules miracles pour tout arranger, et que les sourires sur Instagram, ça fait partie de notre idéal, etc. Bon, c'est vrai que moi je suis d'accord avec ça. La souffrance, en fait, c'est un bon moyen pour toucher notre vérité, souvent. La souffrance, c'est un bon moyen pour toucher nos émotions. C'est un bon moyen pour comprendre peut-être aussi qu'on a fait quelque chose qui n'était pas complètement en accord avec nos principes, qui n'était pas complètement correct.
qui ne correspondaient pas à nos valeurs. Et c'est vrai que, bon, comme on dit, hein, il n'y a que la vérité qui blesse. Et c'est vrai que quand on est blessé par quelque chose, ben, c'est souvent parce qu'on se confronte au réel, on se confronte à une vérité qui s'impose à nous. Voilà. Alors, sa proposition, son idée, que je trouve assez sympa, c'est d'avoir de meilleurs problèmes, c'est-à-dire d'améliorer la qualité de ces problèmes, puisqu'on ne peut pas les éviter. Voilà, et j'ai trouvé ça assez sympa. Et donc c'est un petit peu la suite de son bouquin, c'est ça en fait, hein, c'est qu'il te donne un guide, un fil rouge pour essayer d'avoir des problèmes les mieux surmontables et les plus utiles en fait pour ton développement, pour ton évolution, pour ton bonheur. Au bout du compte, c'est quand même de ça dont il s'agit, c'est quand même un manuel du bonheur. Alors, les 5 principes qu'il développe ensuite dans les chapitres suivants, c'est la responsabilité, l'incertitude, l'échec, le rejet et la contemplation. Donc, ces 5, moi, ça m'a fait penser quand même très fortement aux 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Si tu ne connais pas ce bouquin, je te mettrai une référence dans les commentaires dessous. Même si on n'est pas exactement dans le même champ, moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de similitudes. Alors je te rappelle juste rapidement les 5 blessures de l'âme développées par cette auteure canadienne qui s'appelle Lise Bourbeau, qui sont la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Donc ça fait 5 paramètres et je trouve qu'on peut vraiment les relier. Moi j'ai trouvé qu'il y avait des similitudes. Alors, ce qu'il appelle donc lui la responsabilité, c'est le fait d'être dans je choisis mon problème, je réévalue mes valeurs, je réévalue mes critères de jugement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je fais la part entre ce qui est en moi et ce qui est à l'extérieur, entre mes non-choix et mes choix. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui arrivent de l'extérieur que je suis obligée d'accepter, mais il y a des choses que je vais générer. Et il dit, la responsabilité, en fait, c'est un choix permanent, actuel. Ça revient à dire, vivez au présent, en fait, hein, c'est la puissance du moment présent. Et faites vos choix de manière qualitative, de manière efficace, de manière la plus pertinente pour vous. Et ne laissez pas trop de prise, en fait, à quelque chose qui est ce sentiment d'être fautif, qui vient souvent d'ailleurs de notre passé, de nos souvenirs, où on a ce sentiment un peu récurrent d'être fautif, d'avoir fait quelque chose de mal. Il dit, si on est aujourd'hui, si on est dans notre présent, on est en responsabilité de nos choix. Et donc forcément, ça réévalue un petit peu la balance entre ce qui arrive de l'extérieur, dont on n'est pas responsable, et notre manière de réagir, notre manière d'aborder les problèmes, dont là nous sommes pleinement responsables. Et on remet en fait, on rééquilibre le plateau, c'est-à-dire que ce qui vient de l'extérieur du coup va être un peu balancé par le fait qu'on va mettre beaucoup d'attention à ce qui nous appartient, à ce qui est en propre de notre responsabilité. Bon, voilà ce que j'ai compris, je te rajoute des choses de ma sauce. Hein. Alors le deuxième principe, c'est le principe d'incertitude. Et pour en parler, il dit que certaines personnes gouvernent en fait mon monde sans que j'en ai conscience. L'idée, c'est que il y a un processus permanent d'amélioration et que si je ne prends pas conscience que il y a l'extérieur, que l'extérieur est en évolution, que les choses bougent sans arrêt et que donc il y a des éléments qui vont décider à ma place, encore une fois. Si j'ai pas conscience de ce principe d'incertitude permanente et d'évolution permanente et de capacité à s'améliorer en permanence, je passe à côté donc d'un principe essentiel selon donc cet auteur. Donc la question c'est, par exemple pour moi, la question qui s'est posée en termes d'incertitude, c'est de voir que ma vision du travail, par exemple, n'était pas si certaine
que je pensais. J'avais un héritage familial, un héritage social de l'idée du travail. Et je suis rentrée à un moment donné dans une zone d'incertitude complète, en étant indépendante en particulier, parce que la question c'était ben, qu'est-ce que c'est finalement que travailler? Parce que là, par exemple, est-ce que je suis en train de travailler? Oui, je suis en train de travailler. Je suis en train de faire une vidéo. Donc peut-être pour les gens qui sont autour de moi, je suis en train de faire un truc complètement euh, léger et peut-être je suis sur du loisir. Et il m'assimile peut-être à une youtubeuse qui voit, mais qui fait aussi son travail, qui travaille également. Pour la plupart, elle travaille également, ou il travaille également. Donc c'est une autre manière d'aborder le travail, c'est une autre façon de le définir. Et pour moi, ça a été un exemple d'incertitude qui est rentré dans ma vie à un moment donné, qui a été extrêmement perturbant. Il m'a fallu du temps pour remettre ensemble l'idée de travail dont j'avais hérité, avec des horaires, avec des contraintes, avec l'idée que c'était quelque chose de douloureux, de difficile, et puis la réalité de mon travail aujourd'hui qui est complètement différente puisque je l'ai choisi, je suis en responsabilité. Voilà, donc ça c'est le deuxième principe, le principe d'incertitude. Alors peut-être regarde dans ta vie, qu'est-ce qui est en capacité d'être remis en question, qu'est-ce que tu peux revoir dans tes principes de base, qu'est-ce que tu peux faire évoluer. Et peut-être qu'à un moment donné tu vas te sentir inconfortable, mais ça fait partie du process. Le troisième principe, alors celui-là il est pas mal, c'est l'échec. Alors, échouer, naturellement, on le sait de plus en plus. Hein, il y a même des failcom, des conférences sur l'échec qui existent. On accepte de plus en plus dans notre société que le fait d'avoir fait plusieurs expériences qui n'ont pas réussi peuvent aboutir finalement à une expérience réussie et c'est ok. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc moi j'aime bien, il y a une phrase que j'aime beaucoup, qu'on attribue à beaucoup de monde. Moi je l'ai entendu attribuer à Lao Tse, j'ai entendu attribuer à Mao Tse-tung, je l'ai entendu attribuer à je ne sais plus quel personnage historique américain. En tout cas, cette phrase c'est de défaite en défaite jusqu'à la victoire. Et pour moi, c'est vraiment la phrase donc, qui illustre le mieux ce chapitre qui part de l'échec, où Mark Manson nous alerte sur le fait que parfois nos buts sont inatteignables, d'où la notion d'échec, l'idée d'un échec. Et c'est vrai que ça, c'est une des premières choses à faire, c'est d'avoir une bonne connaissance du terrain, une bonne connaissance de où on veut aller et des moyens qu'on a pour y arriver. Et pour ça, il y a une méthode qu'on appelle la méthode SMART. Si tu veux, je pourrais en parler dans une vidéo. Mais cette méthode, elle permet de définir ses objectifs d'une manière extrêmement précise et de différencier de manière très fine et très claire ce qu'est un objectif et ce qu'est une idée. Parce que bien souvent, on a des idées, mais c'est pas une idée, c'est pas un objectif c'est pas une idée. Donc là, dans ce chapitre sur l'échec, il nous invite vraiment à réévaluer aussi ces notions d'objectifs, de les revoir peut-être. Parce que c'est dans l'action, il nous dit faites, allez-y, parce que c'est là que vous allez trouver l'inspiration, la motivation nécessaire, et puis écoutez, il ne faut pas se laisser arrêter par un échec. Et ça, bon, on commence à le savoir, même si c'est quelque chose effectivement de douloureux. Voilà. Alors, quatrième principe développé dans le bouquin de Mark Manson, le rejet. Alors le rejet, là c'est être capable de dire qui je suis sans peur d'être rejeté. Et ça c'est vrai que c'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose auquel on est souvent confronté quand on est visible sur les réseaux sociaux d'ailleurs. C'est qu'il y a beaucoup de choses de nous qui transparaissent, mais en même temps c'est quand même une perception choisie, c'est-à-dire que moi je ne montre pas tout de ma vie naturellement sur mes réseaux sociaux, et même des gens qui montrent beaucoup de choses de leur vie ne montrent quand même pas tout. Mais en même temps, il y a quand même une relation d'intimité qui se crée avec les internautes, et
et qui font qu'à un moment donné, on dit quand même qui on est. Et c'est vrai que cet engagement-là, moi, il m'a libérée. Franchement, et c'est ce que dit Mark Manson, c'est que ça libère parce qu'on y trouve donc effectivement liberté, de la liberté, la sincérité, la confiance. Et ça, c'est un choix qu'il encourage de faire pour accepter l'idée qu'on puisse aussi être rejeté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'accepte de me montrer, où j'accepte d'être entendu, vu, de m'exprimer, forcément, à un moment donné, il peut y avoir quelqu'un qui va réagir, et c'est normal. Et donc, qui va me rejeter. Et c'est normal aussi, ça fait partie du risque, ça fait partie du process. Voilà, donc ça, c'est le quatrième principe qui est développé dans le bouquin, je te redis, l'art subtil de s'en foutre. Et le 5e chapitre, et dernier, c'est donc la contemplation. Je trouve que c'est un peu étrange d'arriver à la contemplation maintenant. Bon, d'ailleurs, ce bouquin n'est pas non plus hyper bien structuré. C'est pas le livre du siècle, encore une fois. Hein. Le gars, il n'a pas fait un travail parfaitement léché, parfait. Il y a beaucoup d'imperfections dans son écriture. Mais bon, en tout cas, ce qu'il appelle concentration, c'est faire l'expérience de la mort, faire l'expérience de la terreur. C'est-à-dire que pour éviter la pénibilité, pour éviter la douleur, pour éviter l'adversité, bien souvent, on s'évite de vivre tout simplement. Et c'est ça qu'il aimerait bien nous faire comprendre dans ce chapitre. Hein. C'est là où il aimerait qu'on ait une étincelle qui s'allume et qu'on comprenne qu'en fait, on est en train de créer tout un faux personnage qui passe son temps à éviter la douleur. Et lui, il dit, il faut s'en foutre maintenant, il faut accepter, accepte ta finitude de mortel en gros. Hein, il faut t'en foutre du rejet, il faut t'en foutre de ce que vont passer les gens, il faut t'en foutre de la douleur. Et donc, accepte cette existence, cette condition humaine. Et bien sûr, hein, ça va dans le sens de la dissolution de l'ego, ça va dans le sens d'une transparence, d'une authenticité. Voilà donc ce que j'ai compris de ce bouquin. Qui part donc sur des idées un peu contre-intuitives. Bon, maintenant, moi je veux juste attirer ton attention sur le fait que utiliser la souffrance comme moteur dans la vie, puisque c'est quand même un des grands points de son livre, bon, ça peut être une inspiration. En même temps, j'aime bien que ce soit quand même encadré, parce que c'est pas souffrir pour souffrir. Et moi, je préfère parler d'inconfort. Je préfère parler d'inconfort et pour ça, il y a quelqu'un qui, depuis des années, mène une expérience sur sa propre vie. Et ce monsieur s'appelle Wim Hof. C'est un Néerlandais et il est connu pour être appelé Iceman, l'homme de glace, parce qu'il a développé une résistance au froid extraordinaire, au point de faire de l'alpinisme en short, au point de d'avoir fait des expériences scientifiques très 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 poussées en se plongeant dans des conditions extrêmement froides. Et il développe donc tout un travail passionnant sur le froid, sur la respiration, pour résister à l'inconfort, même l'inconfort le plus grand. Et je trouve que là, on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on appelle l'hormèse, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout de sa résistance pour développer en fait des capacités nouvelles. C'est un petit peu devenir un peu plus résistant à la souffrance, c'est apprendre à résister à la souffrance, qui est quand même l'objet du bouquin d'une certaine manière. Hein. C'est quand même ça, c'est comment tu apprends à résister à la souffrance. Alors, je vais te laisser aussi, décidément, donc, dans les commentaires, un autre lien vers Wim Hof, et en particulier une vidéo avec un groupe qui s'appelle Yes Theory, qui est un groupe américain de jeunes garçons et filles, je ne sais plus trop, mais en tout cas qui ont vécu une expérience très très extrême avec Wim Hof. Et donc je t'invite à découvrir ça parce que je trouve que c'est un chemin passionnant pour expérimenter sur son propre corps et donc pour renforcer sa résistance à la souffrance et pouvoir aller dans la vie, vivre des expériences qui peuvent être douloureuses mais qui sont tout à fait... on est tout à fait capable de les traverser, de les vivre et de gagner en fait l'expérience, le cadeau qu'il y a derrière. Parce que ça, c'est comme ça aussi que commence Mark Manson dans son bouquin. C'est-à-dire que en fait,
derrière toute expérience pénible, il y a une expérience positive associée. Et donc, pour arriver à l'expérience positive, on est obligé de traverser cette pénibilité. Voilà, donc écoute, moi j'ai fini là de te présenter ma version du bouquin. Alors après, bon, si, je vais quand même te donner un avis personnel. Je trouve que c'est un bouquin quand même très américain, quoi, dans le sens où ça fait partie de toute cette littérature de développement personnel. Alors même s'il dit qu'il il veut pas aller vers le côté soyez la meilleure version de vous-même, soyez positif, etc. Qui est quand même voilà, c'est ce qu'il dit dans sa 4e de couverture, quoi, que c'est un anti-manuel de développement personnel. Bon, moi je trouve que quand même il est un peu là-dedans. C'est une préoccupation, je pense, plus américaine que française, parce qu'ils sont vraiment... les Américains sont bombardés de culture positive, où il faut avoir la pêche, il faut être à fond, il faut toujours être au top. Bon, c'est très prégnant chez eux. Bon, peut-être un petit peu moins chez nous. Il y a peut-être un farniente, et surtout moi qui suis ici dans le sud, on a peut-être voilà, l'habitude de un peu moins s'obliger à être parfait. Mais bon, il y a quand même ce petit, bien sûr, cette tendance, hein, ce bouquin, hein, qui est un livre d'un blogueur américain, donc forcément, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose pour lui d'important, quoi, de le signaler, qui est peut-être moins important pour les Français. Nous, l'art de s'en foutre, l'art de faire la gueule, je dois dire que c'est quand même très français, quoi. On a même inventé un mot pour ça, c'est le je m'en foutisme. Donc c'est dire que bon, on n'a pas trop de difficultés, et donc c'est peut-être un bouquin qui parle plus aux anglo-saxons. Bon, ça c'est une petite critique. Et puis bon, la deuxième chose, c'est qu'il parle finalement de phénomènes connus comme l'hormèse, qui est donc le fait de se pousser vers l'inconfort, ce que fait Wim Hof de manière prodigieuse, et d'autres. Voilà, donc les minimalistes aussi, hein, font ça. Bon, je trouve que c'est un titre qui est très accrocheur, mais dans la réalité du bouquin, il ne s'agit pas trop de s'en foutre, justement, hein, tu l'as compris peut-être. En tout cas, bon, ce qui est clair, c'est que pour certaines personnes, ce bouquin a changé leur vie, et tant mieux. C'est pas mon cas, tu l'as compris, mais bon, c'est pas grave, ça sera peut-être le tien. Et bon, voilà, comment le résumer? Pour moi, il y a une phrase très simple, c'est le réel est toujours plus fort que toi. Voilà. Donc, au bout d'un moment, arrête de te heurter au réel, plonge-y, il faut te foutre de toutes les idées préconçues que tu as et tu plonges dans le réel, parce que le réel sera toujours plus fort que toi. Bon, voilà ce que je pense avoir compris de ce bouquin. Maintenant, moi, j'ai envie de te partager avec le tarot comment j'ai imaginé les principes qui sont développés dans ce bouquin. Et en particulier, je vais t'illustrer, voilà. Alors le premier, le principe de responsabilité qui repose sur un choix. Et pour moi, le choix, c'est ça. Pour moi, le choix, c'est l'amoureux. C'est cette carte qui évoque le plus le fait d'avoir une réflexion, une discussion, qu'elle soit intérieure ou extérieure, hein. Il peut y avoir un dialogue intérieur avant de faire un choix. Et en tout cas, un choix, c'est quelque chose qui effectivement est associé à une prise de responsabilité. Tant que je suis passive et tant que je laisse les autres décider pour moi, je ne peux pas prendre la pleine responsabilité de mes choix et de ma vie, tout simplement de ma vie. Et cette carte, je trouve la carte de l'amoureux, qui est une carte où il y a une grande discussion, où on voit cet ange qui est en train d'attendre, hein, que le choix soit fait pour envoyer sa flèche ou pas. Certes, ça nous parle de la vie émotionnelle, et je pense que dans la notion de responsabilité, il y a une grande dimension émotionnelle, parce qu'effectivement, quand on est responsable de quelque chose, il faut aussi endosser les émotions qui vont être générées par nos choix, que ce soit les émotions chez nous ou les émotions chez les autres, et il faut avoir conscience de ça. Et donc je pense que la carte de la responsabilité, pour moi, ça sera principalement l'amoureux. Alors le deuxième principe, c'était le principe d'incertitude, et pour moi dans le tarot, la carte qui exprime le mieux le principe d'incertitude, c'est celle-ci. La maison Dieu, la 16. La maison Dieu, c'est, tu vois, c'est cette tour qui est soufflée en haut et dont les personnages sont complètement expulsés par le bas.
Et donc il y a quelque chose d'extrêmement soudain, surprenant. On imagine ces gens peut-être avoir été surpris dans leur sommeil ou dans leur activité et se retrouver cul par-dessus tête à essayer de trouver de nouveaux repères. Et ça arrive d'une manière très étonnante. On ne sait pas trop si le souffle vient de l'intérieur ou bien est propulsé vers la tour. Il y a quelque chose d'extrêmement rapide, puisqu'on voit ces petites pastilles colorées là qui tombent. Donc c'est comme si on avait une image arrêtée de quelque chose qui est en train de se faire. Donc là, pour moi, cette carte-là, la Maison Dieu exprime vraiment ce principe d'incertitude, de rapidité, de soudaineté, de comment je vais réagir à un événement qui est aussi soudain. Et comment je vais apprendre à gérer l'incertitude finalement, comment je vais apprendre à gérer ces événements qui me mettent peut-être mal à l'aise et toujours peut-être aussi dans l'inconfort. On en revient toujours à ça parce que je pense que c'est ce chapitre sur l'incertitude qui se manifeste le mieux dans la Maison de Dieu. Alors ensuite, l'autre principe, c'est le principe de l'échec. Alors où est-ce qu'il y a l'échec dans le tarot de Marseille? Ben pour moi, principalement, dans l'idée du cycle, dans la roue de fortune. L'idée du cycle. Pourquoi? Parce que, et c'est ce que nous dit d'ailleurs Mark Manson, et c'est ce que beaucoup de gens nous enseignent aussi, c'est que les échecs font partie du cycle de la vie. Les échecs sont là pour nous apprendre des choses, ou en tout cas, s'ils ne sont pas là pour ça, on a tout intérêt, on doit être assez intelligent pour apprendre de nos échecs, apprendre de ce qui n'a pas fonctionné comme on le souhaitait, de ce qui a pu nous décevoir, de ce qui a pu nous attrister. Donc c'est très important cette idée de cycle et de se dire que l'expérience va mener à une nouvelle expérience et à une nouvelle expérience et que la vie ne s'arrête que quand la roue s'arrête, ou la roue s'arrête quand la vie s'arrête. Et tant qu'on est vivant, la roue des cycles continue et on va d'une alternance de réussite en échec, d'échec en réussite, et ça fait partie de la vie. Et peut-être que notre responsabilité, c'est d'essayer de bien vivre donc les périodes où ça ne marche pas exactement comme on le voudrait, peut-être faire en sorte qu'elles soient les moins douloureuses, les moins longues, les moins profondes possibles, et de passer rapidement d'un cycle à l'autre vers des cycles de plus en plus vertueux, de plus en plus agréables. Peut-être que ça, c'est une solution, mais peut-être que c'est aussi d'accepter et d'apprendre à accepter que les cycles, c'est agréable, désagréable, agréable, désagréable, et d'être aussi bien, en fait, dans l'inconfort que dans le confort. Voilà, donc ça, c'est pour moi la carte qui exprime le mieux cette leçon à apprendre de l'incertitude et du fait que les choses bougent tout le temps. Et c'est apprendre à y être bien. Voilà. Le principe de l'échec. Alors, ah ben non, excuse-moi, là on était sur le principe de l'échec. Excuse-moi, il y a eu du vent, les pages se sont... Oui, donc on était sur l'échec avec la roue de fortune, donc apprendre à accepter ces moments difficiles et à voir en quoi ils nous nourrissent également. Donc le principe du rejet, qui est le 4e principe développé par Mark Manson dans son livre. Eh bien écoute, moi j'ai choisi une carte qui va peut-être t'étonner. J'ai choisi le battleur. Le battleur qui est la première lame du tarot. Le battleur qui est ce personnage-là. Pourquoi le rejet? Parce que c'est un personnage qui a tout mis sur la table. Et je te parlais tout à l'heure de sincérité, de confiance, de liberté. C'est un personnage très libre. Il a posé énormément de choses sur la table. Il a eu confiance. Il pose là tout devant nous. Et il nous permet donc, à notre tour, de pouvoir avoir une inspiration. De se dire, mais qu'est-ce que je prends comme risque à tout exposer sur la table? À quel moment j'ai aussi fait des choix importants pour choisir de poser ça et de ne pas poser autre chose sur la table? Comment j'ai fait pour décider de ce que j'allais choisir ici, et comment je vais me décider maintenant à choisir un objet parmi les autres. Donc ce battleur, pour moi, qui est au démarrage, qui est une carte qui exprime le début, c'est celui qui effectivement, à un moment donné, accepte de s'afficher. Il accepte d'être là avec toutes ses compétences, avec tout son savoir, avec toute sa jeunesse et son immaturité aussi. Et donc il y a quelque chose de « allez, j'y vais ». C'est le 1, c'est « allez, j'y vais ».
c'est bon, là maintenant on commence, on montre qui on est, et puis le battleur, il y a le risque qu'il soit un petit peu astucieux, qu'il soit un petit peu coquin, qu'il essaie un petit peu de nous arnaquer. Mais encore une fois, peut-être qu'il va comprendre que c'est pas la bonne façon de faire. Ça va faire partie de sa vie, il est au démarrage, on peut peut-être lui excuser pas mal d'erreurs du débutant. Bon, en tout cas, peut-être que cette arnaque ce côté arnaqueur, ce côté un peu astucieux va faire que peut-être il va être rejeté et qu'on ne va pas l'accepter tel qu'il est. Mais c'est pas grave. Lui, il dit, il affiche, il montre, il pose sur la table. Voilà, donc je trouve que c'est une très belle carte pour parler du rejet possible et du courage qu'il faut, hein, de la confiance et du courage qu'il faut. Et pour finir, donc la contemplation, le dernier chapitre du bouquin de Mark Manson parle de la mort en particulier. Et donc forcément, hein, quand on parle de la mort, même si ce n'est pas écrit sur la carte, voilà, cette arcane sans nom, là, la 13, qui est bien sûr la plus associée à la mort, à la pénibilité, à l'adversité, à la douleur. Et bien sûr, moi ce que je trouve chouette dans cette arcane, qui n'a pas de nom ici, qu'on appelle donc l'arcane sans nom, et que j'aime pas trop appeler la mort personnellement. Je trouve que ça me parle plus de quelque chose qui est en régénération, qui est en train de fabriquer un sol fertile. Et j'y vois plus effectivement cette dissolution de l'ego à travers cette carte. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de on remet les choses à plat, on remet tout à zéro, on revient à l'essentiel. Qui sommes-nous une fois qu'on a enlevé nos têtes couronnées? Qui sommes-nous une fois qu'on a coupé tout ce qui dépasse, tout ce qui est en trop, tout ce qu'on a construit et qui ne fonctionne plus, tout ce qu'on a construit dans l'enfance par exemple, tout ce qui est de l'ordre de l'ego, on le construit souvent dans notre enfance. Et après ça continue à fonctionner à l'âge adulte alors que ça n'a pas de sens. Donc il faut le couper. Et l'arcane sans nom nous aide à ça, à couper. Hein, quand j'ai des réactions épidermiques à certaines situations, alors que ça n'a plus aucun sens aujourd'hui que je suis adulte, voilà, alors à moi d'être assez clairvoyante, à apprendre à regarder ça en face et à le couper de ma vie et à avoir des réactions d'adulte. Et ça, c'est un vrai travail de dissolution de l'ego que propose donc cette carte-là, et c'est ce que propose aussi Mark Manson dans son dernier chapitre, qui est, il est vrai, le chapitre peut-être le mieux écrit, le plus intéressant de son bouquin. Et heureusement, c'est le dernier, comme ça on reste sur une bonne sensation, une bonne impression. Voilà, donc écoute, c'était une petite visite de ce livre avec ma lecture, avec les tarots, avec également mon point de vue. Hein. C'est pas le livre du siècle, mais bon, peut-être que pour toi, ça sera intéressant. Voilà, donc écoute, qu'est-ce que je vais te rajouter? Oui, si tu veux t'abonner à la chaîne, n'hésite pas, c'est dessous, c'est en rouge, c'est marqué s'abonner. Hein. La petite cloche, c'est pour avoir les prochaines vidéos, d'être informé. Je publie une fois par semaine en ce moment, toujours sans filtre, sans montage. J'essaie de faire le plus spontané possible avec les bafouillements, les erreurs, mais voilà, j'accepte. Ça fait partie de mon travail aussi dans l'inconfort et j'adore ça beaucoup, vraiment. C'est quelque chose qui m'éclate de plus en plus d'avoir ce courage d'aller dans l'inconfort parce que j'en sors plus forte, plus solide. Voilà. Donc je t'embrasse, on grandit ensemble. Dis-moi dans les commentaires si tu as lu le bouquin, ce que tu en penses, si tu as envie de le lire, si ça t'a donné des idées. Voilà, partage dessous. À bientôt. Ciao.